Je pense qu'il est temps de donner un peu de contexte. Est-ce que vous reconnaissez cette carte? Comme ça. On peut voir la Russie, le Canada, le Groenland et le cercle polaire arctique en rouge. Ici, au moins une fois par année, en été, le soleil ne se couche jamais. Et à l'inverse, en hiver, il peut ne jamais se lever. Et tout en bas, on peut voir la Norvège, la Suède et la Finlande. Et c'est ces régions-là qui vont nous intéresser. Attention. Il y a de la préparation pour cette vidéo. Donc là, on peut voir un zoom sur ces régions, au-dessus du cercle arctique. Certaines personnes peuvent penser qu'il n'y a pas grand-chose là-haut. Eh ben, elles se trompent. Vers les côtes norvégiennes, on retrouve des fjords incroyables, où la mer s'infiltre entre les montagnes avec ses glaciers et cascades spectaculaires. Si on monte un peu dans les terres, les paysages changent complètement, pour dévoiler de vastes étendues de pierre à perte de vue, où seuls quelques petits bouleaux, torturés par le froid et les vents violents, parviennent à pousser. Ensuite, plus à l'intérieur encore, quand on quitte les montagnes, la roche est remplacée par des forêts de pins immenses, des marécages infranchissables et des lacs absolument partout. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est ici, dans ce décor extrême et unique, que débarre mon histoire. Une boucle de 1650 km, un cercle qui relie fjords, rivières et sentiers, à coups de kayak de mer, de packraft, de randonnée et de vélo. Mon objectif pour cette expédition, il est très simple, c'est de revenir aux bases de l'aventure. C'est pour cela que ce périple, je l'ai tracé en cercle, enfin plus ou moins, une sorte de cercle, une boucle. Et logiquement, si je trace un cercle comme ça sur une carte, je vais être obligé de passer par certains endroits que je ne traverserai pas pour une expédition plus courte. Et c'est là que l'aventure se cache vraiment, dans l'inconnu et dans l'imprévu. Je pars donc à la mi-juin. Première étape, le kayak de mer. Puis j'effectuerai le cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour terminer par le vélo. Pour mon départ, il y aurait bien le Cap Nord qui pourrait être sympa, mais c'est trop dangereux en kayak. Je préfère descendre une centaine de kilomètres plus au sud, à Hammerfest, une ville qui paye pas vraiment de mine comme ça en apparence, mais qui a comme symbole un ours blanc. Et ça, je trouve ça plutôt approprié pour une expédition arctique. J'ai donc la date, maintenant j'ai aussi le lieu. Il est temps de commencer cette aventure. Je suis prêt, le kayak est là derrière. On va partir maintenant, il est déjà 6h30. Il faut que je fasse un petit bout ce soir pour pouvoir trouver un endroit où camper. Donc situation un peu irréelle, je fais du presque 4 km/h sans pagayer, j'ai le vent dans le dos, il fait grand beau. Il n'y a pas de vagues. Mais rapidement, je suis ramené à la réalité parce que le vent se lève et je suis forcé de m'abriter dans une crique. C'est très impressionnant de voir la météo changer rapidement comme ça et je dois me rendre à l'évidence, je fais déjà face à une des difficultés les plus importantes de ma traversée. Je me trouve actuellement à un petit détroit. Ici, les vents accélèrent et les vagues grossissent pour aller dans toutes les directions. Et vu d'en haut, ça me donne vraiment pas envie de m'y engager. L'été dernier, pour me préparer à cette expédition, j'ai rejoint Stockholm en partant d'Helsinki sur plus de 500 km à travers la mer Baltique. Alors c'était magnifique, j'ai vraiment adoré, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'en mer, t'as pas le droit à l'erreur. Et ici en Norvège, s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est l'eau froide. Si je passe à l'eau et que j'arrive pas à remonter très rapidement, c'est l'hypothermie quasi assurée, qu'importe le matériel que j'ai. Les secours sont super loin, je suis tout seul, alors il faut que je fasse vraiment gaffe. Et le lendemain, c'est exactement la même chose, la mer n'a pas changé d'un poil. Jusqu'à un moment où les deux marées se rencontrent, les turbulences s'arrêtent, étrangement presque nettes. Ah, comment parler avec ce truc? La mer s'est plutôt bien calmée, c'est cool. Il y a du vent par contre, on va voir ce que ça donne sur l'eau.
Et effectivement, cette courte amélioration de la météo m'aura permis de traverser ce petit détroit sans trop de problèmes. Je poursuis ma route et un peu plus loin, lors d'une pause, je trouve un sac à dos dans les rochers. Il est un peu crade, mais je décide quand même de le garder. Et justement, le même soir, j'avais prévu de partir dans les montagnes. Si on fait bien attention en lisant les cartes, on peut trouver parfois des cabanes paumées au milieu de nulle part. Et justement, ce soir, c'est ça que je vais chercher. Un peu partout dans le nord, on peut en trouver, même dans les coins les plus reculés, allant de quelque chose d'assez confortable. Hyper cosy, il y a même un truc pour le gaz. Ouah, c'est petit, mais qu'est-ce que c'est chou. À d'autres cabanes quand même plus rustiques. Certaines sont gratuites, et c'est devenu un jeu pour moi de partir les explorer. Ce soir, c'est assez particulier, la cabane est située sur une île, qui est sur un lac, lui-même sur une île. Alors franchement, pour une deuxième nuit, ça aurait pu être pire. Les jours suivants sont plus calmes. J'avance doucement, j'essaie de me la jouer safe en évitant un maximum la houle qui vient du large. Pour ça, je me faufile entre les îles et les fjords. Après, j'ai beau éviter les plus grosses vagues, je peux pas vraiment me cacher du vent, parce que le vent ici, il est roi. Même si parfois, on va pas se mentir, il me donne un bon coup de main. Pour cette première étape, je vais devoir effectuer environ 400 km en kayak, avec plusieurs traversées de 5 km, et même quelques-unes de 12. Alors je vais faire simple et avancer prudemment. J'ai beau être dans le Grand Nord et croiser absolument personne, ça veut pas dire que je me sens seul. Je suis même très souvent accompagné par ces petits oiseaux absolument adorables, les macareux. Et quand j'ai de la chance, je croise même ma route avec des petites baleines, des baleines de mink. Le soir, quand arrive l'heure de me faire un feu et de me préparer à manger, je dois faire vraiment attention à pas poser ma tente n'importe où parce qu'il y a pas mal de nids sur les plages. C'est le printemps et le monde se réveille. Parfois, la mer elle aussi se réveille. Des fois, les courants et les vents sont si forts que je me retrouve complètement immobilisé au milieu des vagues à des kilomètres des côtes. Et parfois, c'est juste l'inverse. Je me retrouve comme sur un miroir, au milieu de rien, dans une tranquillité absolue. Et je pense que c'est ce que j'aime avec le kayak. Une fois sur l'eau, c'est littéralement impossible d'ignorer l'élément dans lequel on se trouve, surtout quand il change constamment. On est obligé de rester ultra concentré, on a l'esprit qui, comme un radar, commence à capter tout ce qui se passe autour de nous, les yeux sont beaucoup plus attentifs aux moindres petits détails. On rentre alors dans un état de simplicité absolue, où tout ce qui compte finalement c'est le prochain coup de pagaie, et ça c'est vraiment quelque chose de très spécial. En tout cas, je pense que c'est ça que je suis venu chercher ici, vraiment de la tranquillité et de la simplicité. Au 8e jour, je débarque certainement sur l'île la plus incroyable de tout ce voyage. Une île magnifique, avec des paysages incroyables, des plages de sable fin, où je bois certainement le meilleur café de toute ma vie, même s'il est un peu brûlé. Hormis quelques phoques qui jouent dans une eau aux couleurs irréelles, je croise vraiment personne sur cette île. Et alors que je me baladais, je tombe par hasard sur une grande hutte, une hutte Sami. Parce que oui, ici, on est en territoire Sami, le Sapmi, qu'on connaît plus souvent sous le nom de Laponie. C'est un peuple vraiment fascinant, aligné avec la nature, les saisons, qui fait vivre encore aujourd'hui sa culture vieille de plusieurs milliers d'années. On croise d'ailleurs facilement un peu partout des rennes en liberté qui font partie de leur élevage et source principale de revenus. Après ici, sur cette île, on est clairement plus sur le royaume des moutons, qui se baladent autour de ma tente quand il faut pas au milieu de la nuit. Pas cool les gars, vraiment pas cool. C'est à partir de là, je pense, que l'expédition commence vraiment à devenir agréable. Le danger semble un peu moins omniprésent et je me relâche un peu plus. Il fait moins froid, même parfois chaud, j'ai quasiment tout le temps du soleil. Résultat, j'avance plus vite, mais aussi j'ai plus de temps. Alors j'en profite et je vais grimper pas mal de montagnes sur mon chemin, qui sont toutes plus belles les unes que les autres, avec des paysages vraiment à couper le souffle.
Le soir, quand tout va bien et que je trouve un joli spot, je commence tout de suite par chercher du bois qui traîne souvent sur les plages, du bois flottant, et j'allume un feu. Comme il y a de la neige un peu partout, j'ai jamais de problème avec l'eau. Et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que je peux la faire chauffer et me doucher quasiment tous les soirs. Pour le souper, c'est assez simple. J'ai le garde-manger juste à côté de moi. Je pêche depuis mon kayak et je sors des beaux poissons, principalement du cabillaud. Et parfois, quand j'ai de la chance, je trouve même des moules qui sont énormes. Ensuite, j'avoue que comme le soleil ne se couche pas vraiment, mon rythme est tout décalé et je vais me coucher très tard. Pour quelqu'un qui pensait affronter une mer déchaînée tous les jours, je trouve que la vie est plutôt belle. Le lendemain, à peine parti, je tombe sur une colonie de cormorans qui ont décidé visiblement de nicher sur ce petit rocher. Mais d'un seul coup, je suis vraiment surpris par un bruit. What the fuck? D'abord, je pense à des orques et j'ai les boules. Puis ensuite, je suis rassuré. Je réalise que ce ne sont que des dauphins. J'ai jamais vu ça de ma vie, je trouve ça absolument incroyable. Oh my fucking god. Je me tiens maintenant au pied des grandes falaises qui forment la chaîne des Lingenalp. Il me suffirait de longer ces montagnes pour arriver à la ligne d'arrivée. Mais avant que je m'attaque à cette dernière ligne droite, il y a clairement un autre endroit qui mérite mon attention. Un lieu mythique, une péninsule meurtrière, tristement célèbre pour ses tempêtes et ses navires coulés ou échoués. Le plus connu étant sûrement un navire allemand durant la Deuxième Guerre mondiale qui a coulé en emportant tout son équipage avec lui. En voyant jusqu'à où ont été déplacées ces épaves sur la plage, on ne peut que s'imaginer la force des vagues durant une tempête. Et je trouve ça absolument terrifiant. Juste à côté, entre les épaves, se cache un tout petit refuge, accompagné de son phare, qui visiblement ne fait peut-être pas si bien son travail. Je m'attaque donc à cette dernière ligne droite, une ligne de rêve pour les kayakistes, mais aussi une ligne assez délicate. Je suis à flanc de falaise quasiment en permanence et si les choses tournent mal, je n'ai pas de point de repli. Mais la météo est plutôt bonne et je peux avancer plus ou moins sereinement. Et les vues sont splendides. Il y a des cascades absolument tout le temps. Cascade. 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 Giga cascade. Pour moi, partir de ce genre d'endroit, c'est vraiment pas quelque chose de simple, parce que ça signifie que je vais bientôt finir cette étape en kayak, que là je suis en train de vivre mes derniers couchers de soleil face à la mer, que je vais passer mes dernières nuits sous tente, et j'en ai pas envie, j'ai envie que ça continue. Pour moi, cette expérience elle a été tellement parfaite que ouais, j'ai pas envie que ça s'arrête.
Bon les amis, aujourd'hui est ma dernière journée en kayak au-dessus du cercle arctique. Il me reste encore 25 km à faire dans cette direction pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est merde. Et c'est parti. Last day. Here we come. Et c'est fini. Alléluia. Voilà, c'est la fin d'un chapitre. Pour moi, le fait de poser pied à terre aujourd'hui, après plus de 400 km de navigation à travers les fjords norvégiens, est quelque chose de complètement dingue et que j'aurais jamais pensé capable d'accomplir il y a un an de ça. Alors je me sens super fier d'avoir réussi à surmonter mes peurs, mes craintes, toutes ces angoisses, à l'idée de chavirer, de tomber dans cette eau glaciale, et d'être là où je me tiens aujourd'hui, à la fin de ce périple, au soleil couchant. Pour moi, c'est vraiment un cadeau que j'oublierai jamais. Le jour suivant, je suis quand même très content d'aller récupérer mon van, qui fait aussi office de base logistique et puis de zone de confort. Et surtout, je suis heureux d'aller au magasin, faire des courses, acheter un maximum de nourriture, cuisiner et me reposer. Mais surtout, il faut que je commence à me préparer pour la suite. Il faut que je prépare ma nourriture, que je trace mes itinéraires sur les cartes, que j'organise un peu ma logistique. Ce qui m'attend maintenant, c'est quand même la traversée de toute la Laponie. Et pour ça, j'ai prévu de le faire en 3 étapes. La traversée des montagnes à pied, étape 1. Descendre vers le grand lac d'Inari en packraft, étape 2. Et enfin, retrouver les côtes norvégiennes en kayak à travers lac. Et c'est donc comme ça que commence la grande traversée de la Laponie. Putain, ça commence. Parce que oui, il faut clairement qu'on en parle, les moustiques. Autant en kayak, j'avais quand même les mouches qui m'embêtaient beaucoup, autant là, on est sur autre chose. Bon, clairement, première expérience avec les moustiques. Désagréable. Putain. Waouh. Si je m'arrête une seconde, je me fais bouffer. Donc je peux pas m'arrêter, je continue de marcher. C'est chouette. Quand je rentre dans les terres avec la chaleur, l'humidité, les marécages, impossible d'y réchapper, il y en a partout. Pour cette première étape, je dois traverser des montagnes, des forêts et des marécages sur 250 km pour arriver à une route. Il n'existe pas d'itinéraire balisé pour mon tracé. Alors parfois je tombe sur des traces de quad, parfois je tombe sur des sentiers de randonnée, mais la majorité du temps je suis hors sentier et livré à moi-même. Alors pour moi maintenant, c'est un changement d'ambiance complètement différent de ce que j'avais pu vivre sur le kayak. Maintenant je souffre de la chaleur, je souffre du poids de mon sac, de la difficulté du terrain aussi. J'ai des nausées, il y a des moustiques, ouais. Il faut vraiment que je change d'état d'esprit. C'est plus la technique qui est le défi, mais la fatigue physique et psychologique. Heureusement,
de temps en temps, je tombe sur des cabanes ouvertes dans lesquelles je peux me reposer, me nettoyer et surtout m'abriter des moustiques. Après un peu moins d'une semaine, les paysages changent. Je suis passé des montagnes aux collines à des marécages qui me paraissent infranchissables. Bon bah Victor, c'était pas si difficile. C'était même plutôt fun. I wanna do it again. Ça rafraîchit. Après avoir traversé toutes ces étendues d'eau, je me retrouve dans une toute petite cabane, perdue dans la forêt, où quasiment personne n'y vient. D'après le livre d'or, je serai même le seul à être venu cette année-là. Pour l'instant, je sais pas qui viendra plus tard, mais sait-on jamais. Un fou, un autre. La Laponie ne serait pas la Laponie s'il ne pleuvait pas de temps en temps, alors je profite simplement de cette cabane pour m'abriter. Alors je sais que cette traversée de la Laponie vient de commencer, que c'est que le début des difficultés, mais j'en ai marre de ces moustiques. Mais pour que ça s'arrête, il faut que je continue. Alors c'est ce que je fais, et après 9 jours de vraiment dur labeur, j'arrive enfin à cette route. Quelques jours plus tard, je repars déjà, et j'ai de la chance, il fait un peu plus froid, et il y a moins de moustiques. Donc, en plus de ce que j'avais par rapport à la première étape, j'ai le gilet de sauvetage pour le Packraft, le panneau solaire, les pagaies, et j'ai la canne à pêche en plus, et la combinaison étanche qui est sur le sommet du sac. Donc je dois être autour des 25 kilos. Voilà, c'est pas mal. On s'en sort pas trop mal, mais j'en chie. C'est très lourd. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux. Le premier jour, je gonfle déjà mon Packraft pour traverser un lac. Une fois arrivé de l'autre côté, je trouve un spot juste magnifique pour passer la nuit. Je pêche mon premier poisson d'eau douce de l'expédition et je décide de le cuire avec une technique un peu particulière. Alors ça peut paraître un peu bizarre vu comme ça, mais en cuisant le poisson directement dans le feu, j'ai pas besoin d'enlever la peau du poisson au préalable, j'ai pas besoin de m'amuser à retirer une arête après l'autre de la chair du poisson, et je peux manger le poisson directement comme ça. Il est très bon, il a beaucoup de goût, il est salé naturellement, et c'est un véritable délice à chaque fois. Ce soir-là, le ciel était vraiment particulier, alors je vous laisse avec quelques images. J'arrive maintenant à la frontière avec la Finlande et la Norvège.
Ici, je tombe sur quelque chose d'assez spécial, quelque chose d'assez normal en territoire Sapmi, mais d'assez surprenant quand on s'y attend pas forcément. Des kilomètres et des kilomètres de grillage qui s'étalent à perte de vue. On a beau être au milieu de nulle part, on peut en trouver vraiment partout. Ce sont les Samis qui les posent, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas vraiment des enclos. Alors ça peut servir à plusieurs choses différentes, comme par exemple délimiter les différents territoires entre différents propriétaires de rennes, ou favoriser le regroupement de ces rennes lors des rassemblements annuels. En ce qui me concerne, je décide de longer ces clôtures sur une centaine de kilomètres, jusqu'à arriver le soir du 3e jour à un camp Sami complètement vide, un peu glauque, il pleut pas mal et il va faire nuit. Et je décide de passer la nuit dans une cabane dans laquelle je sais que j'ai le droit de passer la nuit, mais où l'ambiance est assez particulière. J'ai trouvé refuge dans une des cabanes les plus dégueulasses où j'ai eu l'occasion de rester. Il y a des crânes d'animaux morts par terre, des douilles de fusils dans les armoires. Pas mal de bouffe, ce qui indique qu'il y a des gens qui vivent ici. Heureusement, je suis seul aujourd'hui, j'ai croisé personne. Encore une fois, hier il pleuvait des cordes, donc j'ai pas vraiment eu le choix, mais arriver dans la nuit dans ce genre d'endroit, c'est très glauque. Voilà, je le souhaite à personne. J'ai donné un bon coup de nettoyage, j'espère que les locataires seront contents. Et voilà, j'ai mon pack craft qui est prêt. La rivière est à 600 mètres d'ici, je vais pouvoir commencer la descente du Repojoki et ensuite de l'Ivalojoki pour arriver à Ivalo, ce qui conclura la majorité de cette traversée de la Laponie. Et ça, c'est très très cool. Packcraft est monté. On va voir si cette rivière existe vraiment ou si c'est juste des gros marécages pour l'instant. Après une nuit pareille, je suis vraiment content d'enfin mettre le pack-craft à l'eau et de commencer la descente de la rivière. Quand on pense à la Finlande, c'est vrai qu'on pense pas tout de suite à des grosses rivières avec des chutes d'eau et des rapides. Alors c'est vrai que le pays, même s'il est un peu vallonné, qu'il y a des collines, quelques montagnes, principalement il reste plat. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de lacs, de marécages. L'eau elle stagne et elle a de la peine à être drainée naturellement. Dans mon cas, ça s'avère être un avantage et un désavantage. Peu de dénivelé, environ 1 mètre par kilomètre, ça signifie peu de rapides. Donc moins de danger, ça c'est cool, mais aussi beaucoup plus de plat, de cuvettes longues et tranquilles. Alors quand ça s'accélère, il faut en profiter, ça dure jamais vraiment longtemps. Ivalojoki, et ça se comprend, signifie littéralement eau vive et rivière. Cette rivière, surtout pour la Finlande, elle est très particulière et pour plusieurs raisons. Déjà, elle a du courant, ça c'est dingue, et en plus de ça, elle cache quelque chose d'assez extraordinaire. De l'or. Dans les années 1870, ici, c'était la folie. Des moyens colossaux étaient déployés malgré les conditions extrêmes pour extraire finalement pas grand-chose. Mais suffisamment pour qu'aujourd'hui encore, plusieurs mines privées soient en activité. Tout le long de cette rivière, il y a des signes de cette époque, des machines, des camps abandonnés, mais aussi tout un village fantôme qui abritait une véritable colonie de travailleurs. Même moi, j'ai pris une pelle pour essayer et voir si je trouvais quelque chose, mais bien sûr, rien du tout à part des gros cailloux. Tous ces mystères, en tout cas, rajoutent une autre dimension à cette rivière qui la rend encore plus belle.
J'avance jour après jour au rythme de la rivière, dans cette immensité où la nature est reine. C'est déjà la fin de l'été, mais ça veut dire aussi que c'est le début de la saison des myrtilles et aussi des mûres arctiques. Des petites baies qui poussent uniquement au-dessus du cercle arctique et qui ont un goût entre la framboise et l'abricot. Doucement, je me rapproche de la civilisation et je décide de passer ma dernière nuit dans une petite cabane ouverte, très sympa. Demain, j'arriverai au petit village d'Ivalo, ce qui signera définitivement la fin de cette deuxième partie de la traversée de la Laponie. Après être arrivé à Ivalo, je ne perds pas de temps et je change de matériel tout de suite. Je m'apprête à entamer la dernière étape de cette traversée de la Laponie et tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Je me retrouve maintenant à nouveau assis dans mon kayak de mer, mais cette fois-ci pour traverser le plus grand lac de toute la Laponie, le lac Inari. Pendant plusieurs jours maintenant, je traverse cette véritable mer intérieure, sur plus d'une centaine de kilomètres. C'est un lac assez particulier qui compte un nombre impressionnant d'îles, plus de 3000, ce qui rend l'orientation parfois un peu compliquée. Aussi la météo, elle, est pas toujours parfaite, il pleut, il y a du vent, ça se rapproche assez des conditions que je peux retrouver en mer. Là, à ce moment, malgré le fait que j'avance bien, que les paysages soient magnifiques, je commence à ressentir une forme de lassitude. Les journées sont longues et j'ai qu'une envie, quand je croise une cabane, c'est d'y allumer un feu et de passer ma journée à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment le moment pour moi de terminer cette traversée et d'arriver le plus rapidement possible aux côtes. Au bout de quelques jours, je commence à voir le bout du lac. Celui-ci rétrécit et se divise en une multitude de plus petits lacs que je dois rallier en traversant des petits bouts de terre. Et c'est là, je dirais, que les problèmes commencent. Au tout début, je tombe sur des installations prévues justement pour ce type de situation. Même si elles sont un peu endommagées, ça fait le travail. Mais plus j'avance, plus je tombe sur des installations plus anciennes, voire juste simplement des rondins posés à même le sol. Voilà l'endroit par où je vais devoir passer. Il reste pas grand chose, hein. On voit vaguement qu'il reste des troncs d'arbres, mais c'est pas foufou. Donc là, ce que j'ai en face de moi, c'est littéralement ma porte de sortie. Ce qui se passe maintenant, c'est que je suis arrivé au bout du lac et qu'il va falloir que je rejoigne la route. Sauf qu'il y a plus de 25 km de terre qui me séparent de la route à la position où je me trouve actuellement. Heureusement, ces lacs sont habités depuis des générations par les Samis. Et ces Samis, pour se déplacer d'un petit lac à un autre, ont installé une succession de rondins à même le sol pour pouvoir traîner leur embarcation plus facilement. Au début, honnêtement, je trouvais ça plutôt cool de pouvoir utiliser les mêmes installations qu'utilisaient les locaux depuis très longtemps. Mais plus j'avance, plus je réalise aussi que ces installations sont en très mauvais état et que ça amène tout un autre problème que j'avais pas prévu. Bon, traîner mon kayak sur ces rondins a complètement défoncé en fait le fond de mon kayak. J'ai des trous partout.
En plus de ça, il y a la nuit qui est en train de tomber, c'est pas vraiment idéal, mais je décide de continuer. Et finalement, après beaucoup d'efforts, j'arrive enfin à cette route. Mais là, je fais face à un nouveau problème. Cette fois-ci, il est plus matériel, mais il est physique. Ça fait une semaine maintenant que je me traîne une infection au pied que j'arrive pas à soigner, et il faudrait que je remette des chaussures pour pouvoir finir cette traversée. Mais je trouve pas ça très prudent, il y a des risques quand même que l'infection empire, donc ce que je me dis, c'est qu'il vaut mieux se la jouer safe et passer directement à la dernière étape, celle du vélo. Pour moi, il n'est pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails en ce qui concerne cette dernière étape de cette expédition. Pour plusieurs raisons, la première étant simplement que j'ai eu un gros problème de sauvegarde en ce qui concerne toutes ces vidéos de cette dernière étape. Et la deuxième, simplement parce que il me suffit de pédaler avec mon vieux vélo sur 500 km pour boucler la boucle. Donc non, plutôt ce que je vais faire, c'est vous parler de ce qui découle de cette expédition, de ce que je retiens. C'est vraiment difficile pour moi de réaliser que l'aventure touche bientôt à sa fin. Je suis parti au printemps et j'arrive maintenant à l'automne. La nature change. Il y a déjà des aurores boréales dans le ciel. Et bientôt, ce seront les premières neiges qui vont tomber. Si j'ai fait ce voyage, c'est pour me mettre au défi. Au défi d'accomplir quelque chose qui me semblait impossible il y a quelques années. J'avais envie de me surpasser, de me mettre en difficulté, de m'imposer un itinéraire qui n'a absolument aucun sens et en même temps qui est parfaitement sensé. Je voulais vraiment affronter mes peurs, essayer de grandir à travers elles, de redécouvrir et de redéfinir ce qu'est l'aventure, en choisissant un chemin rempli d'imprévus, rempli de mystères. Chercher la beauté dans l'immensité, dans le vide, dans la répétition aussi, l'adaptation au terrain et jouer avec celui-ci de toutes les manières qui sont à ma disposition. Ça a vraiment été un privilège pour moi d'arpenter toutes ces terres de toutes ces façons différentes et ça me conforte dans ma conviction que l'aventure ne se trouve pas dans le où, pas dans le lieu, mais vraiment dans le comment, dans la façon dont on aborde ces lieux. Alors voilà, c'est la fin de cette aventure. Après 2 mois et demi de voyage, j'arrive à Hammerfest avec mon vélo. J'y retrouve mes parents et ils m'ont prévu une petite surprise. Je vais vous laisser avec les images. C'est ma mère qui a choisi la musique, c'est ma mère qui a choisi la mise en scène. Je ne suis responsable de rien. Mais je pense que c'est la fin parfaite pour conclure cette vidéo. Il n'y a pas besoin de parler. Allez, viens ici. Viens, va t'en plus. C'est parfait, là, ça suffit, il y a des gens, j'ai plus envie, ça me gêne, ça me gêne. Voilà. Je suis extrêmement gêné. Next project. Non, Ta 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 ta. ça ne fait aucun sens. Ta 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 ta. Mais parfaitement sensé. Ça n'a aucun sens et en même temps, ça fait parfaitement sens. Ouf. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ah non, il faut le tour du Groenland un peu. Hein. Non. Tu vois ça, hein? Allez. Tu peux arrêter de me filmer?